Florence Touzé est professeure aussi, professeure associée à Audencia. Elle est titulaire de la chaire Impact positif Together for Food Audencia Sciencescom. Elle est membre du collectif Responsable by ADTEM dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Florence, tu vas aller un petit peu plus loin, ou en tout cas, oui, aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'a dit Adeline, et tu vas nous exposer, je pense, tu vas nous parler de quelques outils, puisque bien évidemment, si on fait du marketing différemment, il faut qu'on ait des outils un petit peu différents. Et Florence va nous parler de quelques outils. Je t'apporte la zapette et je reviens dans un quart d'heure. Merci beaucoup, Florent. Et merci à Adeline d'avoir posé ce cadre général qui me permet de vous emmener, de faire un petit peu différent, un petit focus un petit peu différent pour poursuivre sur ces questions de marketing responsable. Et peut-être un petit pas, voilà. Parce que mon travail, je le consacre principalement à interroger les pratiques du marketing, la discipline, la façon dont les professionnels font leur métier et puis évidemment la façon dont on l'enseigne. C'est aussi la question que posait Florent tout à l'heure et la dimension de déconstruction dont a parlé Adeline me parle beaucoup. Donc si vous voulez bien, moi je vais vous amener sur un éclairage un petit peu plus personnel aussi. Je vais pas vous raconter ma vie, mais quelques petits éléments qui vont vous permettre de comprendre pourquoi je suis là à vous parler ce matin. Et puis je vous apporterai 2 propositions tout à l'heure peut-être pour vous donner des pistes dans vos disciplines. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce qu'il y a 15 ans, j'avais déjà une partie de ma carrière à la fois en agence de communication et à la fois en enseignement du marketing et de la communication derrière moi. Et donc, il y a une quinzaine d'années, voilà, aux alentours entre 2005 et 2010, je me suis pris en pleine face, personnellement, que l'évolution de mes convictions et de mes aspirations personnelles venait se télescoper complètement avec ce que j'enseignais. Donc je me suis trouvée dans une situation de dissonance cognitive, hein, les marketeurs ils connaissent bien ça, où j'étais plus du tout alignée. Le terme est à la mode, là j'étais plus du tout. Donc je me suis dit, bon, il y a 2 possibilités, soit je pars élever des chèvres dans la Creuse, soit je repars du marketing en me demandant ce qu'on peut faire avec. C'est le choix que j'ai fait. J'ai eu la chance d'avoir une institution qui m'a soutenue. Il y a 15 ans, ce n'était pas du tout dans l'air du temps de se dire peut-être que marketing et responsabilité, on pourrait associer ça. Et je vous assure qu'on me prenait vraiment pour une folle à l'époque. Mais c'est quand même le fil que j'ai continué à tirer. Et je vais vous raconter ça d'abord par quelques photos. Ces 2 premières, j'ai vu déjà des haussements de sourcils à voir ces 2 visuels qui sont des produits qui existent ou qui ont existé. Et typiquement, c'est ceux... le mot va être fort, mais je veux dire, ça me fait honte. Ça me fait honte d'avoir peut-être enseigné à des gens qui un jour ont fait ça. Ça me semble inutile, dépassé, absurde, ubuesque. Et pourtant, un petit avant-goût de fin du monde, il y a sur un visuel. Voilà, ça c'est ce que j'ai plus envie de voir. Une autre photo qui est celle que j'ai cherchée en essayant d'illustrer le rêve du marketing dans les années 50, 60 et comment il allait aider à vivre mieux. Évidemment, on a un visuel qui est manifestement américain, d'une jolie petite famille qui va avoir accès à son pavillon, qui va avoir accès à son automobile et on va être tellement plus heureux avec tout ça. Donc ça, c'est une imagerie aujourd'hui et ça paraît aussi complètement dépassé. Et puis, j'aime beaucoup aussi cette photo. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi je vous montre ce matin une yaourtière. Aujourd'hui, c'est un produit culte. Hein, il est très à la mode et il se vend très bien dans les brocantes. Mais c'est donc un produit des années 70, en plastique, avec de l'électricité, qui a été offert en grande quantité à toutes les mamans de France pour la fête des mères. Hein. Maman, fais-nous des yaourts. Mais c'est le chiffre qui est intéressant. C'est qu'à la fin des années 80, cette yaourtière Seb, elle était présente dans près de 80% des foyers français. Donc un succès énorme, bonne nouvelle pour la marque,
mais elle était utilisée par 5% d'entre eux. Donc déjà, à la fin des années 80, le marketing avait produit, utilisé de la matière pour finalement des outils, des objets qui allaient être gaspillés. Ça, c'est chez nous, dans nos placards, mais ce que ça donne à l'autre bout du monde, c'est ça. Donc on le sait, je ne vais pas vous refaire la leçon sur les impacts du marketing, mais c'est ça qui m'a fait bouger et qui m'a décidé justement de déconstruire ce que j'avais appris et ce que j'enseignais. Et puis ça, c'est le regard on va dire des praticiens, mais si en plus on va poser la question au public, et l'étude tout à l'heure l'a tout à fait montré aussi, c'est quand on demande aux gens ce qu'ils pensent du marketing, ils y voient surtout du mensonge, de la duperie, évidemment de la manipulation. Alors c'est peut-être une compréhension par le petit bout de la lorgnette, mais il n'empêche, si en 100 ans, parce que nos métiers sont jeunes, la communication et le marketing, qui sont des disciplines qui doivent fédérer, embarquer, amener, si en 100 ans le résultat c'est que encore elles passent pour être des disciplines du mensonge, c'est qu'on n'a pas fait tout à fait bien notre métier. Donc la proposition que je fais, puisque dans ces travaux, ça m'a amené à écrire aujourd'hui, il y a 3 livres, des articles et puis évidemment mon enseignement, à mener une réflexion et une proposition d'un modèle de marketing que j'appelle pas marketing responsable, mais qui pourrait s'appeler comme ça, que j'appelle le marketing implicatif, et dont l'idée est de se dire, en fait, on a des super compétences quand on est professionnel du marketing et de la communication. On sait écouter, on sait adapter l'offre, on sait influencer, et ça, c'est des vraies forces. Et mettons-les au service de propositions durables et soutenables, donc en embarquant l'entreprise dans d'autres dispositifs et dans d'autres objectifs, avec notamment pour vision finale de réconcilier l'entreprise avec l'ensemble de ses publics. L'entreprise avec ses consommateurs, l'entreprise avec ses parties prenantes, l'entreprise avec ses marques, pour qu'ensemble, on puisse faire les choses mieux pour l'avenir. Et pour illustrer ça, je vais vous montrer deux choses. Ça fait partie des sujets que j'aborde dans mes ouvrages ou dans mes conférences. Donc, en quelques minutes, je vais vous parler de deux exemples. Le premier exemple, c'est plutôt c'est pas un outil pratique, c'est plutôt un modèle de réflexion. Et je pense que vous avez tous dans la salle eu un jour à l'école, et peut-être même dans vos métiers ou dans vos jobs, utilisé la fameuse référence de la pyramide de Maslow. C'est un des modèles les plus utilisés en management. Il est très utile, il est pratique, il est visuel, il est facilement compréhensible. Donc, pouvoir mieux comprendre les besoins du public, la pyramide de Maslow, ça a formaté des générations de marketeurs et autres métiers d'ailleurs, de managers. Et en fait, je me suis autorisée à la tordre un peu. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, paix à son âme. Pour différentes raisons. D'abord parce que cette pyramide, elle date de 1943. Et si en effet, elle dresse parfaitement bien la différence entre l'avoir et l'être, et que les 5 besoins identifiés paraissent aujourd'hui encore tout à fait valides, ce qui peut nous sembler aujourd'hui un peu hors de notre contexte, c'est justement cette hiérarchie et cette dimension pyramidale où on passe d'une étape à une autre. Puisque, notamment dans les années 80 par exemple, on pouvait, dans nos sociétés, favoriser, on pouvait tout à fait imaginer que les besoins physiologiques et que les besoins de sécurité, c'était acquis. On allait tous manger à notre faim, on allait tous avoir du chauffage, on allait tous avoir de l'eau. Tout allait bien. Il nous restait surtout à nous occuper du reste, de l'appartenance, de l'estime et de la réalisation de soi. Et le monde a changé, le contexte a changé. Et on sait tous aujourd'hui que les problématiques de besoins physiologiques et de besoins de sécurité, ils ne sont plus certains. On l'a su très fortement avec la pandémie, on le sait avec la fin des ressources, on le sait avec un nouveau conflit. Bref, on ne peut plus séparer ces deux dimensions.
Et pourquoi je fais cette proposition en forme de fleur? C'est pour mettre en avant l'interdépendance de ces besoins. C'est-à-dire que dans les années 80, on disait je consomme donc je suis. Aujourd'hui, on devrait plutôt dire je participe à une vie en société et c'est ce qui va me permettre d'accéder à la satisfaction de mes besoins. On a donné l'exemple tout à l'heure de la marque Il est où le patron? C'est typiquement l'exemple d'une consommation contributive, collaborative, qui fait qu'elle va à la fois permettre de répondre à mes besoins physiologiques, mais aussi à mes besoins de sécurité, puisqu'en faisant ça, je vais contribuer à la pérennité d'une filière. Et puis en étant presque un acte militant, qui va me mettre dans l'appartenance à une communauté, qui va me donner aussi une certaine fierté dans ma consommation. Donc, première réflexion que je vous propose, c'est de modifier cette compréhension de nos besoins en supposant aujourd'hui qu'ils sont interdépendants et qu'il n'y a plus cette hiérarchie qui a construit bon nombre de modèles marketing. Donc une autre façon de réfléchir. Et puis je voulais aussi vous proposer un autre outil qui est une petite matrice qui permet d'identifier les points de progrès quand on est dans une entreprise à travailler sur la transformation responsable. L'idée, c'est vraiment de se centrer sur que dit notre marque. La première étude tout à l'heure aussi nous a beaucoup parlé de cohérence. Ben là, typiquement, on est au cœur de la problématique de la cohérence. Et si on passe notre marque au check-up de ces trois dimensions du contrat que l'on a avec nos publics, ça permet d'identifier là où on est plus ou moins bon. Le premier niveau, donc le contrat transactionnel, c'est ce qu'on propose, c'est notre offre. A priori, ça, on sait faire. Et la matrice vous permet de noter de 3- à 3+, là où vous en êtes sur la pertinence, la qualité de votre offre, de ce que vous proposez à votre public pour le satisfaire, pour répondre à un besoin, à une envie, pour réduire ces incertitudes. Ça, en général, on est plutôt bon là-dessus, on sait faire. La deuxième partie de ce contrat, c'est le contrat relationnel. C'est comment on interagit avec nos publics. Qu'est-ce qu'on a produit comme lien? Quelle est la tonalité de notre relation avec nos publics? Est-ce que cette relation, elle est cohérente avec l'offre qu'on a proposée au-dessus? Donc il y a évidemment toute la partie communication, mais aussi toute la partie animation de communauté. Est-ce qu'on propose bien une expérience commune? Donc ça va plutôt toucher les gens de communication. Et puis le dernier volet, et ça fait le lien avec ce que nous disait Adeline Ox tout à l'heure, c'est quel est notre contrat sociétal? C'est-à-dire est-ce que notre marque donne du sens? Est-ce qu'elle porte des valeurs? Est-ce qu'elle engage l'entreprise, ses parties prenantes et ses publics consommateurs dans une voie qui va être soutenable et durable? Et donc sur chacun de ces niveaux, on peut s'évaluer de 3- à 3+, et identifier très facilement et très rapidement si notre contrat de marque il est vraiment cohérent. Donc petit exercice à faire en équipe, ça fonctionne très bien et ça permet d'identifier les points de progrès. Je vous donne un exemple d'une marque que j'ai accompagnée dans son mouvement de transformation profonde de modèle économique. En l'occurrence, il s'agit de la marque Bocage, les chaussures. Ça fait partie du groupe ERAM. Le groupe ERAM est en transformation globale de son modèle économique. Et ils se sont interrogés pour savoir comment ils pouvaient intégrer la dimension d'économie circulaire dans leur marque. Et ils expérimentent certaines, d'ailleurs, parce que ça touche plutôt les gammes femmes, connaissent peut-être cette proposition qui consiste à ne plus être propriétaire de ses chaussures, mais à avoir comme une sorte d'abonnement avec la marque. Et on va aller chercher une paire de chaussures neuves qu'on peut garder 2 mois et que l'on pourra rapporter au bout de 2 mois pour en avoir une autre à la place. Celle qu'on ramène va repartir à l'usine en France, va être hygiénisée, retransformée, remise quasiment à neuf pour être ensuite commercialisée en seconde main
soit sur une plateforme spécifique, soit dans des corners des magasins bocage sous la marque Comme J'aime. Donc les chaussures aujourd'hui peuvent avoir une vie, 2 vies, 3 vies, et surtout, in fine, être à la fin de leur vie, revenir en magasin pour pouvoir être détruites correctement, donc pour que la gestion du déchet soit bien faite. Et dans les chaussures, c'est un vrai sujet, la gestion du déchet. Donc on a chez Bocage, avec l'atelier Bocage, une vraie belle cohérence du contrat de marque aujourd'hui. Voilà, je voulais vous montrer ces petits exemples. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais vous voyez, l'essentiel de mes travaux, c'est réfléchir à comment on peut transformer les métiers du marketing pour les amener à faire mieux. Tout à l'heure, on a beaucoup insisté sur la question de la communication et de la sincérité dans la communication. Donc oui, il faut être en effet sincère en communication, mais ça veut dire qu'avant, il faut faire mieux. Peut-être faire moins aussi, mais le marketing, c'est d'abord faire mieux. Merci Florence, merci pour ta franchise aussi. J'ai beaucoup aimé ton introduction, pour les exemples que tu as donnés. Je vous laisse applaudir, tout à fait, allez-y. On aura peut-être le temps de prendre une question, donc si quelqu'un a envie de poser une question, je garde le micro là et on viendra lui apporter. En attendant, peut-être, je ne sais pas s'il y a un dessin à montrer, n'hésitez pas et on switchera sur le dessin. Moi, j'avais peut-être une question, puisque tu accompagnes beaucoup des marketeurs, mais finalement, j'ai l'impression que tout ce travail de marketing, il dépasse le marketing et il est fait avec beaucoup de gens dans l'entreprise. Comment c'est perçu, comment c'est reçu ça dans l'entreprise par les collaborateurs ? Alors, ça surprend parfois les équipes qui ont été... qui ont appris à travailler, qui ont appris aussi leur métier dans des logiques de silo, puisque ça a été le modèle économique majeur de ces 50 dernières années. Donc en effet, pouvoir aujourd'hui entrer dans des démarches responsables, le marketing en est une partie, mais on l'a vu, il peut et il a la possibilité d'ailleurs d'embarquer tout le reste. Donc comme la communication, ce sont 2 disciplines qui sont vraiment porteuses d'entraînement de l'ensemble du dispositif. Alors ça nécessite de la réorganisation. Oui, on prend connaissance du dessin. Merci Isambard. Merci. Ça nécessite de la réorganisation, ça nécessite beaucoup de collaboration. C'est très perturbant parce qu'on n'est pas forcément habitué à travailler les uns avec les autres finalement dans les entreprises. C'est vrai. Donc ça nécessite du pilotage transversal. Et donc, je pense que vraiment la condition sine qua non pour que tout ça marche bien, c'est que la stratégie globale et que la direction générale soit le premier sponsor de tout ça. Tout à fait. On peut avancer avec ses petites mains, mais si on n'a pas un conseil d'administration ou une direction générale qui est convaincue de la transformation, ça va être compliqué. Finalement, c'est un peu comme la transformation digitale il y a 15 ans ou 20 ans. Absolument. Oui. Absolument. Merci Florence. Donc un petit rappel Merci. Sur le livre qui est très inspirant, écrit par Florence. Pareil, il y aura on va vous faire gagner un bouquin. Je vais voir si pour vous communiquer l'adresse mail pour envoyer, mais j'ai pas encore l'adresse. Elle devrait s'afficher quelque part, mais je ne sais pas où. Sinon, il y a normalement une librairie qui est là, une librairie physique, une vraie, qui est là. Je crois que c'est le Furet du Nord. Et s'ils se sont installés, il y a à la fois le livre de Florence qui est là et le livre d'Adeline qui sera là en vente. Et puisque Florence est présente, elle se propose de dédicacer quelques ouvrages sur le salon. Alors, je ne sais pas trop vers quelle heure, mais on essaiera de voir un moment. En tout cas, si vous la croisez sur le salon et si vous avez le bouquin, elle sera tout à fait disponible pour vous en parler et pour le dédicacer. Voilà. Alors, merci Florence.